Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter l'actualité politique ivoirienne. Alors que la Côte d'Ivoire entre dans la période préélectorale, deux dynamiques semblent cohabiter. D'un côté, une campagne qui se dessine et de l'autre, des voix qui s'élèvent pour dénoncer des libertés de plus en plus restreintes. Entre libertés confisquées et campagnes sous tension, que révèle le climat politique actuel? On en parle tout de suite dans Retournement politique, l'émission pour vous, pour nous, pour tous. Manifestations interdites, arrestations arbitraires, restrictions de déplacement, les libertés fondamentales sont-elles en recul en Côte d'Ivoire? Quels signaux faut-il prendre au sérieux dans ce climat pesant? Nous recevons pour en parler Maître Souibi Goré, porte-parole du collectif d'avocats du PDCI RDA, et M. Hugues Ndiakofi, député suppléant de Boisflé, membre du bureau politique et du secrétariat exécutif chargé des confessions religieuses au PDCI RDA. Bonsoir très chers invités. Bonsoir, et bienvenue sur notre plateau. Merci. J'aimerais vous demander de partager avec les téléspectateurs le fait d'actualité qui vous a le plus marqué ces derniers jours. Merci. Alors, le fait que je vais évoquer, c'est un fait qui est directement en lien avec le thème que vous avez évoqué tout à l'heure, parce que nous avons tous suivi. C'est l'interdiction de sortie du pays de Maître Blessi Chrysostome, qui est avocat, député, et qui est aussi membre du secrétariat exécutif du PDCI RDA. Ce fait est d'autant plus grave que la Constitution, qui est la loi fondamentale, garantit à tout citoyen le droit de quitter librement le territoire du pays et de revenir librement également dans ce territoire, et que les restrictions à ce droit-là ne peuvent provenir que de la loi. Donc, pour moi, il est inadmissible, absolument rien ne peut justifier qu'un citoyen qui voyage se voit interdit de voyager à l'aéroport sans que les autorités policières donc, qui lui opposent cette interdiction de voyager ne lui donnent les raisons pour lesquelles il est frappé par cette mesure. Parce qu'on lui dit simplement, c'est sur instruction du procureur. Mais une instruction du procureur sans motivation, sans que la personne concernée n'ait été prévenue au préalable de cette interdiction, pour moi, c'est une situation, c'est une grave atteinte à ses droits constitutionnels. C'est une violation de la loi que rien ne peut justifier. Merci, Maître. Monsieur Kofi. Merci. Pour nous, c'est la tournée d'explication initiée par le président Tida Thiam et sur la présidence du secrétaire exécutif le député maire de Pobré, Dr Emou Sylvestre, pour expliquer aux Ivoiriens et Ivoiriennes épris du PDCI que le PDCI était un parti de dialogue et de paix. Voilà. Merci, ce qui est le deuxième thème de notre échange que nous allons aborder tout à l'heure. Mais on en revient au premier thème, notamment abordé en partie par Maître Souibi Goré, notamment l'interdiction de certains acteurs politiques de quitter le territoire. Est-ce que vous avez des raisons pour lesquelles justement ces décisions ont été prises à l'endroit de ces personnes? Alors c'est ce que je relevais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous n'avons pas connaissance des raisons pour lesquelles ces interdictions de sortie du territoire ont été prises à l'encontre de certaines personnalités politiques. Si je reviens au cas de Maître Blessi, selon ce qu'il nous a dit, lorsque le commissaire de police et un de ses collaborateurs lui ont notifié l'interdiction de sortie du territoire dont il faisait l'objet, il leur a demandé s'il s'agissait d'une mesure générale, c'est-à-dire est-ce que c'est une mesure qui frappait plusieurs personnalités politiques, ou c'est une mesure individuelle qui ne concerne que la personne de Maître Blessi. Le commissaire de police, s'il avait en face de lui, lui a dit qu'il n'est pas habitué à lui donner plus de détails. La seule information qu'il peut lui donner, c'est qu'il lui est interdit de sortir du territoire, sauf autorisation du procureur. À partir de là, Maître Blessi lui-même a cherché à rentrer en contact avec le procureur de la République pour comprendre. Des démarches ont été menées également par les avocats, par le Conseil de l'ordre. Mais à ce jour, Maître Blessi n'a pas reçu notification de la décision ou des raisons pour lesquelles cette interdiction de sortie du territoire donc, lui a été opposée par les services de police à l'aéroport. Donc, nous n'avons aucune idée. C'est-à-dire nous ne savons pas
pour quelles raisons cette mesure a touché Maître Blessis. Nous ne savons même pas si cette mesure est généralisée. Est-ce qu'elle concerne plusieurs leaders politiques, lesquels et tout ça? On n'a aucune information et c'est ce qui rend la situation d'autant plus grave. Merci, Maître Subi-Bouré. Autre événement, c'est la décision du Conseil national de sécurité d'interdire les manifestations à l'encontre des décisions prises récemment par le Conseil constitutionnel. Ces décisions ne sont-elles pas en contradiction avec les droits fondamentaux? Alors effectivement, on a vu aussi le communiqué du Conseil national de sécurité qui a décidé d'interdire des manifestations contre les décisions du Conseil constitutionnel. Mais je crois que s'il s'agit de la marche qui était projetée par le Front commun le samedi 4 octobre, je ne crois pas que cette manifestation était dirigée contre la décision du Conseil constitutionnel. Parce que ce n'est pas par une marche qu'on fait un recours contre une décision du Conseil constitutionnel. Et puis, la loi dit que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Les recours en droit, c'est une démarche qu'on fait devant une juridiction ou devant une autorité pour contester, pour obtenir la modification ou l'annulation d'une décision. Donc, quand le Conseil constitutionnel rend sa décision, dit qu'il n'y a pas de recours, ça veut dire qu'en tant que citoyen, en tant que président de parti politique, en tant que candidat, je ne peux pas saisir une autre juridiction ou une quelconque autorité pour contester cette décision du Conseil constitutionnel, pour demander qu'elle soit modifiée, qu'elle soit annulée. Mais le citoyen que je suis a quand même le droit de critiquer cette décision, pour dire que cette décision-là, à mon avis, est contraire à la Constitution, pour dire que cette décision, à mon avis, est motivée par des desseins politiques. Cette décision, c'était dans le but d'écarter tel ou tel opposant. Ça, c'est une critique que je peux formuler en tant que citoyen. Mais je ne peux pas aller saisir une juridiction contre cette décision pour demander qu'elle soit annulée ou modifiée. Voilà. Mais ce n'est pas par une marche qu'on fait un recours contre une décision du Conseil constitutionnel, parce que ce n'est pas la rue qu'on va saisir pour aller modifier la décision du Conseil. Pourquoi avoir reporté la marche alors? Non, c'est les autorités. Il y a une décision, je crois, qui a été prise pour annuler ou interdire cette marche. Voilà. Une décision a été prise pour annuler ou interdire cette marche. Et les organisateurs de la marche, je pense, pour éviter d'aller à peut-être des affrontements ou alors pour éviter de crisper davantage l'atmosphère, ont décidé de reporter cette marche au 11 octobre. Voilà. Je pense qu'à partir du moment où il y a une décision de l'autorité qui dit que la marche est interdite ou est annulée, la marche ne pouvait plus avoir lieu à la date du 4 octobre sans aller à l'encontre de cette décision. Donc c'est la raison, je pense, qui a justifié le report de la marche au 11 octobre. Quels sont selon vous l'impact que peut avoir ce genre de décision sur le processus électoral, la crédibilité du processus électoral en cours aux yeux des citoyens et aux yeux de la communauté internationale? Aux yeux des citoyens, les citoyens regardent le chef de l'État comme celui qui est le protecteur des biens, des personnes et des libertés publiques. Vous voyez, si le citoyen lambda a le sentiment que le chef de l'État ne le protège pas, ça crée des désagréments au niveau de la population. Nous ne pouvons pas interpréter des décisions judiciaires en tant que citoyens de Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons qu'apprécier. Voilà, nous pouvons apprécier. Le droit nous donne l'opportunité d'apprécier une décision, mais pas de la critiquer lorsqu'elle est judiciaire. Voilà. Merci. Maître Subi, votre avis sur la question? Alors, ce que je peux dire pour moi, ce genre de décision du Conseil national de sécurité qui interdit les manifestations, et même à ajouter à cela les interdictions de sortie dont nous avons parlé tout à l'heure, les vagues d'arrestation même qu'on observe aussi, tout ça n'est pas fait pour rassurer quant au processus électoral qui est en cours. Parce qu'on a aujourd'hui le sentiment que la période électorale rime
doit rimer obligatoirement avec période de tension politique, avec période de tension sociale. Comme si organiser une élection, c'est aller à un moment de conflit généralisé. Aujourd'hui, on parle par exemple de 44 000 soldats ou même policiers, gendarmes qui ont été mobilisés pour la sécurité du processus. Comme si, en fait, on est dans une période de risque majeur pour la paix, pour la sécurité. Mais une élection ne devait pas être un moment de risque élevé pour la sécurité. Si l'élection est organisée dans des conditions équitables, dans des conditions de respect de la loi, si les droits politiques des uns et des autres sont respectés, pris en compte, on n'a pas besoin d'avoir toute cette situation-là. Le droit de manifester pacifiquement sur la voie publique est un droit qui est reconnu à tout citoyen et ce droit-là ne peut pas être limité par son en matière électorale. Donc cela vient plutôt, pour moi, jeter un discrédit sur le processus qui est en cours et donner l'impression qu'on est dans une période où on veut priver les citoyens de leurs droits, on veut mettre à mal la liberté d'expression pour ne laisser s'exprimer que ceux qu'on veut laisser s'exprimer. Et ceux qui pourraient donc avoir des voix discordantes, qui auraient des opinions contraires à ce qui est en train d'être fait, on fait tout pour les faire taire. En tant que membre du collectif d'avocats du PDCI RDA, est-ce que vous disposez de certains recours pour faire face, pour contester justement ce genre d'interdiction arbitraire? Alors, les voies de droit existent. C'est-à-dire que toute décision prise par une autorité administrative peut faire l'objet de voies de recours. Encore faudrait-il que vous ayez connaissance de cette décision et que vous ayez connaissance surtout des motivations de la décision. Voilà. Quand je prends le cas de l'interdiction de sortie du pays dont Maître Blessy a fait l'objet, jusqu'à aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il n'a pas reçu notification de la décision. Il ne sait pas sur quoi cette décision, ce qui motive la décision qui a été prise contre lui. Et bien évidemment, s'il n'a pas connaissance de la décision, il ne peut pas exercer de voie de recours. Mais ce que je peux dire déjà, pour nous, cette mesure, juste à ce que nous ayons connaissance de la décision du procureur de la République et d'en connaître les motivations, pour nous, en l'état actuel, cette mesure est une mesure qui est totalement illégale. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la liberté de sortir du pays, la liberté de revenir au pays est garantie par la Constitution. Et la même Constitution dit, cette liberté-là, il ne peut y être porté atteinte que par la loi, dans les conditions fixées par la loi. Mais globalement, ce que nous savons, les interdictions de sortie du pays frappent généralement qui? Frappent généralement les personnes qui sont dans une procédure judiciaire. Voilà, parce que la liberté de sortie, ça rime avec la liberté d'aller et de venir. Vous pouvez être frappé, vous perdez votre liberté d'aller et de venir lorsque vous êtes condamné à une peine d'emprisonnement ferme. En ce moment-là, vous êtes enfermé dans une maison d'arrêt, vous n'êtes plus libre d'aller et de venir. Vous faites l'objet d'une procédure devant un juge d'instruction, il peut vous placer sous contrôle judiciaire, vous retirer votre passeport et vous dire, vous ne pouvez pas, par exemple, sortir soit de la ville d'Abidjan, soit du territoire de la République sans mon autorisation. En ce moment-là, vous faites l'objet d'une procédure. Mais à ce jour, Maître Blessy Chrysostome ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire. Il n'a jamais été convoqué par un policier ou un gendarme ou même un magistrat pour lui notifier l'ouverture d'une enquête ou d'une procédure judiciaire contre lui. Donc, sur quelle base une mesure de sortie du territoire a pu être prise contre lui, nous ne le savons pas. Et tant que nous n'avons pas les raisons de cette mesure, nous sommes dans l'impossibilité d'exercer le moindre recours. Et lorsque vous aurez les raisons justement de cette interdiction, quelles sont les différentes voies que vous employez pour faire valoir votre droit? Non, en fait, les voies de recours dépendent de la mesure qui est prise, de l'auteur de la mesure. Voilà. Si c'est une mesure qui est prise par le procureur, on sait que le procureur au-dessus de lui, le procureur de la République, au-dessus de lui, vous avez le procureur général. Si c'est un juge d'instruction qui a pris la mesure, on sait qu'au-dessus du juge d'instruction, vous avez la chambre
d'instruction qui est à la cour d'appel. Donc je vais dire, en fait, tout va dépendre de la mesure. Mais une fois que nous aurons connaissance de la décision qui a été prise, nous allons exercer des voies de recours parce que pour nous, rien ne peut justifier qu'on prive un citoyen d'un droit que lui reconnaît la Constitution. Quel est selon vous l'impact que peut avoir ce genre de décision sur la confiance des populations vis-à-vis des autorités ivoiriennes? Merci. Alors, je porte sur l'autorité de M. Swibly. Je pense que lorsque vous voyagez et que vous êtes intéressé de voyage, il y a plusieurs phénomènes qui peuvent intervenir. Soit vous avez été listé, soit vous êtes un danger pour la nation. Donc l'État, en tant que protecteur, va vous interdire. Mais je pense qu'il faut être notifié. Il faut être notifié. Et aujourd'hui, tout Ivoirien se demande est-ce qu'il sera libre de voyager? Moi, je pense que oui. Je peux pas répondre à la place des autorités. Je pense que tout le monde peut voyager. Et que si M. Swibly, si M. Blessy a été empêché de voyager, il y a forcément une raison que l'État va donner au moment opportun. Merci. Maître Swibly, votre avis sur cette question? Alors, déjà, je peux dire, pour prendre la fin de sa phrase, quand il a dit il y a sûrement une raison que l'État va donner à la fin. En fait, c'est cette façon de faire même qui n'est pas normale. Voilà. Parce que quand vous privez quelqu'un d'un droit, d'une liberté, ce que la loi recommande, c'est la notification préalable. Si je fais l'objet d'une interdiction de voyager, ce n'est pas à l'aéroport que je vais aller découvrir que je fais l'objet d'une telle interdiction de voyager. L'autorité qui prend cette décision a l'obligation, de par la loi, de me la notifier, de me permettre ainsi d'exercer des voies de recours. Parce que quand vous êtes une autorité, que vous prenez une décision contre une personne ou contre un groupe de personnes, la loi leur donne automatiquement le droit d'exercer une voie de recours pour ne pas que les autorités justement puissent prendre des mesures arbitraires, injustes. Donc il y a le principe ou l'obligation même de me notifier au préalable une telle mesure dont je fais l'objet. Je prends l'exemple, celui qui est condamné à une peine d'emprisonnement, ce n'est pas le directeur de la prison qui va lui apprendre qu'il est condamné. C'est le juge qui le condamne, qui lui dit, monsieur, pour telle infraction, pour telle faute que vous avez commise, je vous condamne à 12 mois d'emprisonnement ferme et vous serez donc conduit par les forces de sécurité à telle maison d'arrêt. Mais ce n'est pas le directeur de la prison qui va le prendre dans les rues, l'envoyer à la prison et puis lui dire, je vous ai pris tout à l'heure pour vous envoyer ici parce que vous faites l'objet d'une condamnation à 12 mois d'emprisonnement. Donc c'est la même chose. Il aurait fallu que M. Blessy reçoive cette notification. La loi permet, comme je l'ai dit, la loi permet de restreindre certaines libertés, mais dans des conditions que la loi elle-même organise. Et quand c'est fait et que les conditions ou les procédures prévues par la loi ne sont pas respectées, c'est en ce moment-là que ça devient donc de l'injustice. Merci, maître. Nous allons aborder le deuxième thème de notre échange. J'aimerais vous demander, avant de partager avec les téléspectateurs, un dernier message sur ce sujet. Alors, sur la question des libertés, avec les téléspectateurs, ce que je peux dire, c'est que les droits et libertés dont nous parlons, et celles dont nous avons parlé beaucoup plus aujourd'hui, c'est la liberté d'aller et de venir. C'est un droit qui est reconnu à tout citoyen, à toute personne même, je peux dire, pas seulement aux citoyens ivoiriens, mais à toute personne vivant sur le territoire de la République. Il y a ce droit-là, qui est la liberté d'aller et de venir, qui ne peut être limité que par la loi. Et à l'endroit des autorités, c'est de dire également, que ce soit autorité administrative ou autorité judiciaire, c'est de dire que ces libertés-là s'imposent à tous. Ces droits que la loi reconnaît aux citoyens s'imposent à tous, et même aux autorités qui sont obligées de reconnaître aux citoyens ces droits-là. Merci, maître. Merci. Je voudrais vous faire rappeler que la personnalité qui nous a permis d'avoir des libertés individuelles s'appelle Félix Houphouët-Boigny. Avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il s'est battu pour que les travaux forcés soient abolis. Donc nous qui sommes
fouettistes. C'est à nous de préserver cette liberté de circuler, de construire, de se marier et de vivre. Voilà, c'est pas à nous de faire un frein à cela. Visite de terrain, déclaration politique, mobilisation timide ou stratégique, la campagne est-elle déjà lancée en sourdine et dans quelles conditions les acteurs politiques se préparent à affronter octobre 2025? Très chers invités, j'aimerais vous demander de qualifier l'ambiance de pré-campagne électorale que vous observez actuellement. Est-elle sereine ou au contraire il y a des tensions? Moi, je voudrais déjà vous dire qu'il faut faire attention au vacarme du silence. C'est très important. Le président Tidjane Thiam, président du PDCI, a bien voulu mandater son premier administrateur en présence du Dr Aymou Sylvestre pour faire des tournées à l'intérieur du pays et aussi à l'extérieur du pays. Ces tournées avaient pour premier objectif rappeler aux membres du PDCI-RDA que le PDCI-RDA est un parti de dialogue et de proposition. Ça tenait aussi à rappeler à tous nos militants de se tenir prêts aux instructions de leur premier responsable, M. Tidjane Thiam. Et dans quelle mesure ces actions menées par les différents partis, comme le PDCI et RDA, avant l'ouverture officielle de la campagne, peuvent-elles être considérées comme une pré-campagne électorale? Est-ce autorisé par la loi électorale de telles campagnes? Nous ne sommes pas en campagne. Nous ne sommes pas en campagne, nous sommes un parti politique. Un parti politique se réunit fréquemment. Les tournées, ça fait partie des règles d'un parti politique. L'année dernière, si vous vous rappelez bien, nous avons restructuré nos délégations. Ça fait partie de la norme. Il n'y a pas de pré-campagne. Ça fait partie de la norme de mobiliser ces troupes à tout moment pour que lorsque le chef du parti, le président du parti, puisse donner des orientations et puisse être suivi par l'ensemble et surtout être compris. Parce qu'au niveau national, c'est vrai qu'il y a des questions qui sont nationales, mais il y a des questions qui sont internes au parti. Et ces questions qui sont internes au parti, souvent sont réglées à travers des tournées nationales. Merci, M. Kofi. Maître Suivi, vous qui êtes avocat, lorsque ces tournées, justement, prônent des discours relatifs à la campagne, à l'élection présidentielle d'octobre 2025, n'est-ce pas contre la loi électorale, justement? Merci beaucoup. Je voudrais déjà, dans le premier volet, vous avez parlé même de l'ambiance, voilà. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, on ne sent pas, donc sur le terrain, cette ferveur-là de la campagne, parce que la campagne, la date officielle, c'est dans quelques jours, mais une élection présidentielle pour qui nous a été donné de voir par le passé. La campagne, on parle déjà de pré-campagne, c'est depuis le début de l'année électorale, c'est depuis début 2025. On devait pouvoir sentir sur le terrain que nous sommes dans une année électorale. Mais je pense que l'ambiance a été plombée par le fait que le débat politique, depuis un moment, tourne plus autour des candidats exclus que des candidats retenus. Et donc, finalement, ce qui retient l'attention, ce n'est pas les propositions des candidats, ce n'est pas les actions de terrain, mais c'est plutôt, l'attention est plutôt focalisée sur les actions menées par les candidats qui sont exclus. Donc, ça plombe vraiment l'atmosphère et on a l'impression qu'on s'en va à une élection à laquelle ne concourent pas les personnalités politiques qui auraient dû être dans la compétition pour qu'on sente qu'il y a une véritable compétition. Ensuite, les partis politiques existent, mènent leurs activités à tout moment. À tout moment. Donc, qu'on soit en période de campagne électorale ou non, un parti politique comme le PDCI-RDA a le droit à tout moment de faire des tournées. Les autorités du parti qui sont à Abidjan, mais ont le droit à tout moment de faire des tournées pour se rapprocher de leur base, pour aller parler directement aux militants pour les informer. Donc c'est une activité politique normale. Les partis politiques existent et mènent leurs activités sans que cela contrevienne à une quelconque disposition légale sur la campagne électorale. Merci. Et comment ces missions du PDCI-RDA sont-elles perçues par les militants sur le terrain? D'abord, elles sont rassurantes. Elles sont rassurantes parce que ça veut dire que le président du parti
à la volonté de se rapprocher de sa base. C'est ce qu'il a toujours crié haut et fort. Elles sont rassurantes aussi parce que les militants aussi ont l'occasion de rencontrer leurs premiers responsables. À travers ce que nous appelons les HRD, les hauts représentants des districts, qui font un travail extraordinaire. Voyez-vous, nous, dans notre district Sassandra Marawi, nous avons une particularité, c'est que dans nos tournées, nous allons vraiment jusqu'au comité de base. C'est-à-dire que chez nous, on va vraiment dans le militantisme profond. Nous avons besoin de connaître le ressentiment de nos populations politiques. C'est très important pour le président du parti. Et quel est le ressentiment justement que vous avez perçu de la part de ces militants depuis... Mais ils sont heureux, ils sont ravis. Et surtout, on peut dire qu'ils sont rassurés. Ils sont rassurés de savoir que la direction du parti est à leur côté. Merci. En fin de semaine dernière, il y a eu un appel des guides religieux à la classe politique ivoirienne pour une élection apaisée. Quelle est selon vous la portée de ce message et pensez-vous qu'elle peut réellement influencer le comportement des acteurs politiques de notre pays? Alors, ce message, déjà, pour moi, il est normal, il se justifie, parce que les guides religieux font partie de la société, sont des personnalités dont les voix portent, et c'est des personnalités donc c'est normal qu'elles se sentent concernées par le climat social, par le devenir de la nation. Et pour moi, il aurait été bon que ces guides religieux-là, peut-être qu'elles l'ont fait, mais moi je n'en ai pas connaissance, il aurait été bon qu'elles aient été plus actives. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'élections apaisées, de climat social et autres, et qu'on a l'impression qu'il y a une tension, mais c'est parti du fait que certains partis politiques aujourd'hui, notamment le PDC-RDA, le PPACI, estiment que c'est à tort que leurs candidats désignés n'ont pas été autorisés à compétir. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que ces guides religieux ont fait au moment où le président du PDC-RDA, le président Tidjane Thiam, faisait l'objet de contestation de nationalité, de radiation de la liste électorale pour des questions de nationalité. On ordonne sa radiation de la liste électorale en disant qu'il n'est pas ivoirien. 3 jours après, le porte-parole, le représentant du ministère de la Justice vient s'asseoir pour dire qu'il est ivoirien, mais en temps, il a déjà été radié de la liste électorale. Donc, pendant cette période-là, quand ces mesures étaient prises, qu'est-ce que les guides religieux ont fait pour amener également les autorités à respecter les droits politiques des opposants? Pour moi, c'est un message qui vient à point nommé, mais il faudrait que ces guides religieux s'adressent à toute la classe politique et même aux dirigeants pour les inciter à prendre des mesures d'ouverture. Parce que si tout le monde est inclus dans le processus électoral, si tous les partis politiques sont autorisés à compétir, mais on ne va pas parler de tension. Les partis politiques aujourd'hui qui veulent marcher, ils veulent marcher pourquoi? Parce qu'ils estiment que c'est à tort que leurs candidats ont été exclus. Si leurs candidats n'avaient pas été exclus, on ne parlerait pas de marche aujourd'hui. On ferait cette ferveur-là de campagne sur le terrain aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ces guides religieux ont fait pour garantir une élection inclusive? C'est là, pour moi, l'essentiel de la question. Il ne faut pas attendre que des mesures soient prises et puis ceux qui sont l'objet de ces mesures-là veulent, dans le respect de la loi, parce que manifester, c'est prévu par la loi, veulent manifester pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec les mesures qui les frappent et qu'on vienne leur dire ce n'est pas bon de manifester parce que ça va troubler la paix sociale. Mais qu'est-ce qui trouble la paix sociale? Ce sont les manifestations ou bien ce sont les décisions qui ont été prises et qui provoquent ces manifestations. Merci, maître. Monsieur Kofi, que pensez-vous de l'impact que peut avoir ce message sur le comportement des acteurs politiques? Il faudrait savoir qu'en Côte d'Ivoire, nous avons 2 grandes entités religieuses. Nous avons l'Alliance des religieux et le Forum des confessions religieuses. Il n'y a pas très longtemps, l'Alliance des religieux de Côte d'Ivoire a fait une grande manifestation au palais
de Treichville pour dénoncer tous les actes qui étaient incivistes et aussi appeler à la paix. Le religieux ne fait pas de politique, mais en même temps, il a un devoir de protection des populations. Il a le devoir aussi de dénoncer les maux de la société. Est-ce que le religieux en fait assez? Il me semble, je ne citerai pas son nom, mais il y a un grand religieux qui nous a dit une fois que quand vous êtes dans l'opposition, vous avez l'impression que le religieux ne travaille pas assez pour vous. Et quand vous êtes au pouvoir, vous avez l'impression que le religieux travaille contre vous. Nous ne sommes pas là pour manipuler le religieux. Nous sommes là pour le bien-être des populations et que les prières des religieux puissent atteindre le cœur de tous ceux qui ont le pouvoir. Le pouvoir de rendre l'harmonie qu'avait la Côte d'Ivoire dans son temps. Merci. Les guides religieux dénoncent également la multiplication de propos injurieux sur les réseaux sociaux, en particulier. N'est-ce pas là le signal d'une dégradation du débat politique ivoirien et par derrière une nécessité d'amélioration de ce débat politique-là? C'est très bien qu'il le fasse. Je pense que c'est à ça que M. Subi pensait tout à l'heure. Le fait que les religieux dénoncent ça, c'est très bien parce que vous savez, les réseaux sociaux de nos jours ont un impact formel dans la vie de tous les jours. Et ça a même une influence dans le comportement de nos enfants. Il y a le Forum des confessions religieuses qui se réunit aussi le 8 octobre pour en débattre, pour en dénoncer aussi ces méfaits. Je crois qu'il n'y a pas longtemps, il y a monsieur le procureur de la République qui a fait une sortie, qui a été compris, au moins compris sur aussi le contrôle de tout ce qui est réseaux sociaux. L'Ivoirien a peur de s'exprimer. Aujourd'hui, l'Ivoirien a peur de s'exprimer parce que pour une simple remarque, vous vous faites agresser, des fois, ça va très loin. Ça va très loin. Donc, on rentre encore dans les libertés publiques. Est-ce qu'on a le droit de s'exprimer comme on veut? Est-ce que si vous trouvez que votre maison est belle, est-ce que ça donne le droit à quelqu'un de vous insulter? C'est très important que les religieux s'imprègnent de cela. Nous avons besoin de paix en Côte d'Ivoire. N'oublions pas que Houphouët-Boigny a voulu faire de la religion la première paix de Côte d'Ivoire. Et il faut que nous revenons au dialogue. Le dialogue doit être souverain. Il faut que le dialogue soit souverain en Côte d'Ivoire. Et c'est pour le bien de tous. C'est vraiment pour le bien de tous. Voilà. Merci, M. Kofi. Maître Subi, vous qui êtes un homme de droit, que pensez-vous justement de l'assainissement, du processus d'assainissement du débat politique sur les réseaux sociaux? Non, l'assainissement du débat sur les réseaux sociaux, il est nécessaire. Voilà. Parce que les réseaux sociaux sont aujourd'hui un monde qu'on doit prendre en compte. C'est le monde virtuel. C'est-à-dire qu'avant, on ne s'exprimait que dans la vie. Donc, je peux dire sur le plan physique, par écrit, dans les journaux et autres. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un monde virtuel dans lequel les gens s'expriment tous les jours. Et ce n'est pas le lieu, justement, de dire tout et n'importe quoi. Il est nécessaire, il est important que ceux qui prennent la parole sur les réseaux sociaux agissent en responsabilité. C'est-à-dire que vous pouvez mener un débat politique, vous pouvez vous attaquer même à un parti politique ou à un leader politique, mais sur le plan des idées. Il a émis une idée, vous pouvez contester cette idée, vous pouvez montrer les limites de sa proposition, mais sans vous en prendre, par exemple, sans parler de nationalité, sans parler d'ethnie et autres, ce n'est pas nécessaire. Donc je pense qu'il y a un véritable travail d'éducation qui ne devait pas être le travail seulement des religieux, c'est un travail de tout le monde, de tous citoyens, des partis politiques qui doivent éduquer leurs militants, des associations qui doivent éduquer leurs membres, des religieux aussi qui le font, mais il faudrait que nous emmenions les uns et les autres à avoir sur les réseaux sociaux des discours qui apaisent, des discours qui construisent la paix sociale, mais pas des injures, pas des propos racistes et xénophobes. Ce n'est pas nécessaire.
Merci. Très chers invités, nous arrivons pratiquement au terme de notre émission. J'aimerais vous demander de partager avec les téléspectateurs un dernier message. Je disais tout à l'heure que le 8 octobre, le révérend Edjemou nous invite tous à la paix. Nous devons tous être à ses côtés. Vous savez, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on revient encore aux libertés publiques. Qu'est-ce que c'est les libertés publiques? Quelles leçons nous avons reçues de l'ANC? Ce parti qui a tant combattu pour la libération. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous devons comprendre que c'est le peuple qui est souverain. Vous vous rappelez que en 2016, il se trouvait que la Constitution avait certaines réserves ou manquements et le peuple a été saisi, ce qui a fait que nous avons levé, par exemple, la limite d'âge parce que nous avons écouté le peuple. C'est comme ça. La Constitution évolue. On ne peut pas changer tout le temps la Constitution, mais nous pouvons prendre des amendements. Le peuple a besoin d'évoluer, il a besoin de certaines personnes aussi en qui il a confiance, et c'est à l'État de l'écouter. C'est à l'État de l'écouter, mais l'État aussi a le devoir de préserver les citoyens du trouble. Donc, nous disons en tant que membre du secrétariat exécutif chargé des confessions religieuses que nos prières vont vers les décideurs qui prendront les bonnes décisions afin que chaque Ivoirien puisse être libre de circuler en Côte d'Ivoire, afin que chaque Ivoirien puisse être fier de son pays, afin que la Côte d'Ivoire continue à briller. Voilà. Merci, M. Kofi. Maître Subi. Oui. Mon message, c'est d'abord aux autorités administratives, judiciaires. Je voudrais demander aux autorités, dans les décisions qu'elles prennent, à tout moment, de se conformer à la loi. Ça fait quand vous prenez une décision contre un citoyen, parce que la loi vous permet de prendre cette décision, la meilleure façon de le faire, c'est de prendre cette décision en vous appuyant sur la loi et en restant dans les limites fixées par la loi. Quand vous prenez une décision contre un citoyen en respectant la loi, en restant dans les limites de la loi, en faisant les choses comme la loi le prévoit, vous verrez que le citoyen même, il va accepter votre décision, il va se conformer à cette décision, il va accepter cette décision, s'applique à lui dans toute sa rigueur parce que c'est la loi qui lui a été appliquée. Mais quand le citoyen a le sentiment, ou du moins il constate, il relève que ce qui est fait contre lui n'est pas fait en tout point conformément à la loi, ça peut amener donc à des réactions qu'on va qualifier donc de réactions de manque de respect à l'autorité et tout ça. Mais souvent, ça arrive parce que l'autorité elle-même, avant d'agir, n'a pas pris le soin de se conformer à la loi en tout point. Donc pour moi, la paix sociale, le respect de la loi, le respect de l'autorité qu'on attend du citoyen, va venir du respect de la loi par l'autorité elle-même. Si c'est fait comme ça, il n'y aura pas de problème. Ensuite, aux populations et surtout aux militants du PDCI-RDA en particulier, ce que je peux dire, c'est que nous sommes tous tenus dans nos actes de chaque jour de nous conformer à la loi, de faire ce que la loi nous permet de faire et surtout de nous abstenir de faire ce que la loi ne nous permet pas de faire. Donc sur les réseaux sociaux, dans la vie de chaque jour, il faudrait que nos propos, nos actes soient conformes à la loi. On peut mener un combat politique, on peut attaquer politiquement quelqu'un sur la base des idées, en tenant des propos qui ne constituent pas des injures. Voilà. Donc aujourd'hui, en tant que militant de l'opposition, c'est de faire en sorte que nos propos ne soient pas l'occasion
pour le pouvoir ou bien pour les autorités policières de faire des descentes dans des domiciles pour venir arrêter X ou Y et tout ça. Donc à nous, en tant que citoyens, de rester dans les limites de la loi, de faire ce que la loi nous permet de faire pour que, justement, nous n'apportions pas donc de l'eau au moulin de ceux qui recherchent de l'opposant pour l'écraser. Liberté réduite, campagne sous surveillance, l'atmosphère politique actuelle interroge sur la maturité démocratique de notre pays. Reste à savoir si la suite du processus électoral apaisera ou au contraire attisera les tensions. Merci à vous d'avoir été avec nous dans Autrement Politique. Merci à nos invités pour leur contribution. À très bientôt pour un nouveau débat.